Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir. On a 48 heures, on va en parler de la nouvelle réunion de la BCE. Mais juste avant ça, j'écoutais hier cette interview du patron de JP Morgan. C'est une voix influente, parmi les plus influentes dans le milieu des affaires aux États-Unis, qui redoute, ce sont ses mots, une crise du marché de la dette américaine. Je le cite, c'est un gros problème. Je ne sais pas si c'est dans 6 mois ou dans 6 ans, mais le marché obligataire va avoir des difficultés. Marché obligataire américain. Est-ce que vous partagez cet alarmisme parce que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a largement minimisé les propos du patron de JP Morgan? On comprend que le ministre des Finances minimise ses propos, mais c'est quand même, en effet, le signal qu'il y a eu sur les obligations américaines, les treasuries, qui a fait que Trump a décidé brutalement de faire une pause. C'est qu'il commençait à y avoir, en effet, une augmentation spectaculaire des taux d'intérêt des bonds, donc des obligations du Trésor américain, et ceci, si vous voulez, est évidemment insupportable. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, le patron de JP Morgan a raison de dire qu'il y a là un problème, il y a une vulnérabilité qui est liée évidemment au déficit spectaculaire des États-Unis, qui va encore augmenter, qui est lié au fait que les étrangers ont investi massivement. Ils représentent certainement au moins 25% et peut-être même plus de l'encours de dette publique des Américains. Et on leur donne des signaux extrêmement négatifs en ce moment, avec les tarifs, avec le fait qu'on a l'idée de diminuer la valeur du dollar par rapport à toutes les autres devises. Ce qui fait que les investisseurs étrangers se retrouvent dans une situation où ils se disent « Bon, ben alors qu'est-ce que je fais? Je vends mes actions et je prends mes profits sur les actions, mais elles vont baisser maintenant qu'il y a la politique Trump. Qu'est-ce que je fais de mes obligations? Je les vends aussi. Mais je reste sur le dollar? Non, je ne reste pas sur le dollar, puisque le dollar lui-même va baisser. Donc c'est un retrait auquel nous avons assisté dans un passé récent, qui a été un peu arrêté par Trump lui-même, mais qui allait dans le sens, en effet, du désinvestissement massif de l'étranger vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Donc il y a un risque que les taux longs souverains américains montent en flèche si Donald Trump continue politique erratique. Les taux à 30 ans sont déjà à des niveaux qu'on n'avait pas vus dans un passé relativement récent. C'est le produit de Trump, oui, en effet. Et donc il y a risque de crise, parce qu'il parle de possible, encore une fois, crise du marché, du plus grand marché, du plus liquide, valeur refuge. Le bon du Trésor américain, vous le savez encore mieux que moi, c'est la valeur refuge ultime. Ah, oui, mais qui est discutée, en effet, en permanence. De toute manière, on est sur un marché. Donc si il y a un retrait très important, les taux d'intérêt montent. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui avait provoqué, encore une fois, la décision de faire la pause. Est-ce que les actifs américains peuvent perdre leur statut de valeur refuge, le dollar, les bons du Trésor? Ou est-ce que c'est il y a eu cette tempête et c'est derrière nous, ou est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère? Si on compare, évidemment, la pensée de la comparaison est tout à fait naturelle, l'Europe et les États-Unis, et l'euro et le dollar. L'euro est une monnaie extrêmement bonne, très sérieuse, reconnue comme étant très sérieuse, qui a bien conservé la valeur et qui a montré aussi, s'agissant de sa gestion par la Banque Centrale Européenne, du pragmatisme. Et donc la volonté d'avoir en effet la stabilité des prix est là, démontrée, mais en même temps, s'il y a des éléments nouveaux, la Banque centrale et les gouverneurs de la Banque centrale sont capables de prendre des décisions qui sont elles-mêmes audacieuses. Ça a été le cas de mon temps, du temps de mon successeur, et avec maintenant Christine Lagarde. La Fed a fait du bon boulot Donc, aussi. La Fed a fait du bon boulot aussi. La grande différence entre les États-Unis et nous, elle est toute simple. C'est une fédération politique, nous ne sommes pas une fédération politique. Et ça a des conséquences, évidemment, dans tous les domaines. Nous ne sommes pas à la table des négociations d'Ukraine. Ce sont les États-Unis qui sont à notre place, à la table de cette négociation avec Poutine. Dans le Proche-Orient, nous ne sommes pas non plus à la table des négociations. S'il y a des problèmes monumentaux stratégiques en Asie, nous ne serons pas à la table des négociations tant que nous ne sommes pas une fédération politique. Je sais très bien qu'il n'y a pas consensus aujourd'hui, ni dans notre pays, ni dans les autres pays européens, pour créer cette fédération politique. Mais je la crois absolument nécessaire, personnellement.
Et j'ai un peu évolué. Au cours des 10 dernières années, je me suis convaincu, même pour l'euro. Regardez l'euro. Quelle est la différence entre l'euro et le dollar? J'ai dit les deux sont des monnaies sérieuses et crédibles. Mais quand on compare les marchés financiers, on a le dollar et une seule signature, US Treasury, on vient d'en parler. Et en Europe, on a 19 signatures. Et donc on est dans un monde complètement différent naturellement. Et on ne peut pas avoir la même liquidité, la même profondeur que les instruments financiers. Une crise sur la dette américaine à New York serait possible. Mais je considère que tout est possible, mais pas demain. Pas demain. Ouais. Mais au moment de la très grande crise financière que nous avons malheureusement connue dans les années 2007-2008, je me souviens, en 2008, un certain nombre d'investisseurs américains, parlant de leurs propres treasuries, donc des obligations du Trésor, dire « je n'ai plus confiance dans le Trésor des États-Unis, je me retire ». Naturellement, ce n'était pas très malin, parce que dans la crise qui a éclaté, il n'y avait pas photo, si je puis dire, entre les différents investissements possibles. Mais au total, si vous voulez, c'est dans l'air. Aux États-Unis, on sait qu'on est en train de taquiner vraiment le marché mondial avec une conduite pour le budget américain qui est très anormale et qui n'est pas durable dans le long terme. Est-ce que Trump est vraiment en train d'altérer, d'abîmer la qualité, la perception qu'ont les investisseurs, notamment étrangers, des actifs en dollars, quels qu'ils soient, dollars, treasuries ou actions US? Écoutez, avec les opérations qu'il a menées, commencé de mener, il s'est retiré un petit peu, puis il reprend de temps en temps. Enfin, l'erratisme de la conduite de la nouvelle administration américaine est sans aucun précédent. Mais ceci dit, effectivement, les décisions qu'il a prises ont eu pour conséquence, aux yeux de tous, aux yeux de l'ensemble des participants du marché, qu'ils soient américains ou étrangers, d'augmenter la probabilité d'avoir de l'inflation, donc d'augmenter la probabilité d'avoir des taux d'intérêt de marché, aussi bien que ceux de la Banque centrale, mais de marché tout simplement, parce que les participants du marché se prémunissent contre le risque d'inflation à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Et par ailleurs, il dit, et il a fait dire par certains de ses collaborateurs, que le dollar devait être plus faible. Donc quel est le signal donné aux étrangers, comme on vient de le dire? Vous allez perdre de l'argent dans tous les domaines où vous pouvez investir aux États-Unis, sauf peut-être celui des investissements directs industriels. Mais pour tous les investissements financiers, prenez garde, vous êtes dans une situation qui pourrait être perdante pour vous. Ce n'est pas très malin. Et je n'ai jamais vu, encore une fois, aucune administration américaine être à ce point bizarre en ce qui concerne la monnaie qui reste évidemment, et je le reconnais volontiers, bien que je sois ancien président de la BCE, la première du monde. Hein. Le rapport de force, si je puis dire, est de 60% du marché mondial des devises pour le dollar des États-Unis. Et 20-25%. 20% pour nous. Et c'est mieux qu'au début, parce que c'était 70-20, maintenant c'est 60-20. Donc on a augmenté, disons, la part relative du marché que détient l'euro, mais encore une fois, le plafond de verre de l'euro, quels que soient les progrès, et il y en aura, les progrès que l'on va faire, il y a un plafond de verre qui est que nous ne sommes pas une fédération politique. La justice américaine entrave, en tout cas, essaie de mettre des limites. On l'a vu, on l'a commenté hier, évidemment, aux États-Unis, avec ce tribunal de commerce américain qui ne juge pas encore sur le fond, mais sur la forme, et qui donc dit que l'esprit de la loi aurait été violé par Trump en matière de droit de douane et d'urgence nationale. Vous en pensez quoi? Est-ce que tout ça va être un frein et calmer Trump, ou est-ce que... Écoutez, non, Trump ne va pas se calmer lui-même, hein, ni d'ailleurs se calmer sous l'influence de la branche juridictionnelle aux États-Unis. Clairement, c'est un homme qui réfléchit de manière extrêmement prime-sautière. Le dernier qui parle a souvent raison. Vous savez que la pause, elle est venue parce que
au sein même de la Maison-Blanche, il a fallu calculer le moment, l'accès au bureau ovale pour être le dernier à parler à Trump et lui dire « Attention, c'est très très grave, faites une pause ». Et il a fait une pause. Mais il n'était pas évident qu'il eût fait une pause s'il n'y avait pas eu cette combinaison d'informations très orchestrées pour le faire évoluer. Donc je considère, si vous voulez, que nous sommes encore en présence d'une administration, d'un homme qui est totalement imprévisible, et il faut, nous-mêmes, tous les autres doivent se préparer en permanence à de nouvelles décisions imprévisibles. Donc le pire de la guerre commerciale n'est pas derrière nous? Non, à mon avis non. En tout cas, il y a un aspect de la guerre commerciale qui laisse alors des traces, laissera des traces pour longtemps, c'est le fait que pendant un certain nombre de mois, et c'est encore le cas aujourd'hui évidemment, tous les décideurs, où qu'ils soient d'ailleurs aux États-Unis ou dans le reste du monde, se disent « Est-ce que j'ai raison de prendre telle ou telle décision? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je me mette moi-même sur pause ?» On ne voit pas l'économie américaine décrocher pour le moment. Ce qui est dans les données en dur, on ne voit pas de décrochage pour l'instant. On voit le moral des consommateurs américains, mais quand on regarde les chiffres d'emploi, ils sont bons. Quand on regarde... Absolument. Mais il y a une hystérésis assez considérable. De même, je regardais les PMI, l'indice des directeurs d'achat, qui est bien meilleur aux États-Unis qu'en Europe, hélas. Mais la différence, néanmoins, entre les États-Unis et l'Europe est toujours assez substantielle. Mais lorsque vous regardez toutes les prévisions qui sont faites par les institutions internationales, et notamment par le FMI et par l'OCDE encore tout récemment, vous avez un impact de Trump qui, sur l'économie mondiale, est un impact très négatif, et qui, sur l'économie américaine, est un impact encore plus négatif, avec moins 0,9%, si vous voulez, de croissance pour cette année, et encore une révision à la baisse substantielle pour l'année prochaine. Donc on est en présence, là, d'un impact, je crois, assez justement analysé par les institutions internationales et qui est très très substantiel. Et cela, quoi qu'ils disent maintenant, s'il dit maintenant, finalement, on retour au statu quo ante, ou bien s'il dit retour aux 10%, et je ne fais plus rien et je n'entends pas introduire d'éléments nouveaux, s'il disait cela, à mon avis, ça ne changerait pas substantiellement l'impact négatif d'une période pendant laquelle tous les décideurs importants économiques dans le monde ont été sur pause eux-mêmes, si vous voulez, bien avant que lui-même ne déclare la pause, qu'il a d'ailleurs transgressé peu de temps après. Donc au total, si vous voulez, je crois qu'en effet, il a provoqué un ralentissement de toutes les économies, y compris de la nôtre, de l'économie européenne, qui est moins touchée évidemment, parce qu'elle n'est pas aux premières loges de l'opération américaine. Et puis peut-être qu'on va s'apercevoir qu'après tout, les États-Unis, en tout cas sur le plan commercial, ne représentent pas dans le monde quelque chose de très substantiel, en tout cas très inférieur évidemment à l'impact commercial de l'Union européenne, très inférieur potentiellement aussi à l'impact commercial du reste du monde. Et donc au total, si vous voulez, pour nous par exemple, il est clair qu'on ne doit pas se fixer sur les États-Unis, il faut se fixer sur le marché mondial commercial, dont nous sommes le principal acteur, dans lequel du moins nous sommes le principal acteur. L'euro pourrait devenir l'alternative au dollar, selon Christine Lagarde. Quand on voit les chiffres, on n'y est pas encore. Écoutez, je viens de vous dire à l'instant que l'euro a confirmé 20%. Son statut, qui est un statut très important. Il a amélioré sa position relative par rapport au dollar des États-Unis. Il est clair que c'est la seule monnaie de substitution au dollar des États-Unis. Pour le moment, il n'y en a pas d'autre. Le renminbi chinois n'est pas une monnaie convertible. Le yen japonais, qui est immédiatement derrière nous, n'est pas une monnaie de substitution possible. Donc c'est vrai que l'euro est dans une très bonne situation, mais encore une fois, tant que nous ne sommes pas une fédération politique, je crois qu'il n'est pas malheureusement atteignable d'être à parité avec le dollar des États-Unis. Ce qui serait le cas, à mon avis, presque du jour au lendemain, si nous décidions, on verra ce qu'il en sera, d'être une fédération politique achevée. Non seulement ça nous mettrait à la table des négociations géostratégiques partout dans le monde, ça nous donnerait aussi le poids
d'un exécutif représentant effectivement la totalité de l'Europe. C'est un sort fédéral qui n'est pas souhaité par les peuples aujourd'hui. Eh ben, nous allons voir. Certes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même les populistes, entre guillemets, qui étaient contre l'euro, par exemple, au sein même de la zone euro, ont compris que quand il y avait une avancée importante et substantielle, les peuples la ratifiaient. Et donc, on n'a plus d'opposition à l'euro, si vous voulez, au sein même de la zone euro. C'est d'ailleurs le plus grand succès de l'euro, me semble-t-il. C'est pas ce que l'on disait sur le fait que c'est une bonne monnaie, reconnue comme une bonne monnaie, mais c'est le fait qu'il est approuvé par nos concitoyens. Pas d'envie de revenir en arrière. Et approuvé massivement par nos concitoyens partout dans la zone. Jeudi, on se dirige a priori, sauf surprise immense, mais vers une 8e baisse de taux de la BCE, notamment pour contrer ce protectionnisme américain. Et on sent que la préoccupation aujourd'hui des gouverneurs, c'est plus l'activité, l'impact de ce brouillard politique américain, plus que l'inflation aujourd'hui. Ben, nous venons d'avoir une très très bonne nouvelle à l'instant, je dois dire. J'étais persuadé que nous allions avoir une nouvelle tout à fait convenable, mais on est à 1,9% d'inflation headline, comme on dit dans le jargon, et pas 2% comme tout le monde s'y attendait, et c'est évidemment inférieur de 2,5%. Donc l'objectif lui-même, si vous voulez, le headline ne représente pas forcément l'indicateur le plus pertinent. Ce qui compte aussi, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, le core inflation. Et là, je n'ai pas encore les chiffres, parce que tout ça tombe à l'instant. Je n'ai pas encore les chiffres. Mais il est certain que le core sera au-dessus des 2%. Mais ceci étant dit, c'est évidemment une bonne nouvelle. Ça encourage évidemment la Banque Centrale Européenne à faire son opération de baisse de taux, dont personne ne doute d'ailleurs. Au moment où nous parlons, absolument personne n'a le moindre doute. Et alors, j'en profite, si vous voulez, si vous me le permettez, pour tirer un coup de chapeau aux banques centrales. Parce qu'on avait la possibilité, au moment de la reprise post-Covid, avec cette flambée d'inflation, des deux côtés de l'Atlantique, on était aux alentours de 10%, un peu plus de 10, un peu moins de 10, mais c'était vraiment une flambée d'inflation, dans un moment où on pouvait ne pas être du tout sur nos gardes, puisque beaucoup d'économistes étaient convaincus que l'inflation avait disparu à tout jamais, et donc il a fallu un certain temps d'ailleurs que les banques centrales réalisent que ce n'était pas transitoire, mais que c'était très sérieux et très structurel. Mais elles ont pris les décisions qu'il fallait prendre. 11 augmentations de taux d'intérêt aux États-Unis, 10 en Europe, et aux États-Unis et en Europe, aux États-Unis avant Trump, en Europe aujourd'hui, on voit bien qu'en effet, le contrôle de la stabilité des prix a été repris. Et il est très important de souligner que nous avons le même objectif de stabilité des prix, c'est-à-dire autour de 2%, des deux côtés de l'Atlantique. Nous, on n'y est, pas eux. Ils n'en sont pas loin du tout. Oui, mais avec toute Non, mais enfin, il est possible, il est même probable qu'ils vont aller plus haut que l'endroit où ils sont actuellement, mais actuellement, il faudrait reprendre l'ensemble des chiffres qui ne sont pas encore tombés. Ils sont aux alentours de 2,3% en headline inflation. Donc au total, si vous voulez, le succès est le même, hors Trump, des deux côtés de l'Atlantique. Alors Trump va compliquer les choses terriblement aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle la Federal Reserve est maintenant en pause elle-même, et en Europe... Elle est en pause alors que l'économie américaine aurait besoin d'un soutien monétaire ou pas ? Non, bien sûr. Non, l'économie réelle américaine continue d'être, comme vous l'avez dit vous-même, assez dynamique. Je citais les chiffres des derniers PMI, les indicateurs de directeur. Malgré la politique de Trump. Malgré la politique. Oui, mais la politique de Trump, de ce point de vue-là, si vous voulez, est complexe. Parce qu'on prévoit effectivement que le prélèvement sur les consommateurs va affaiblir évidemment la croissance réelle. En même temps, si vous voulez, il donne des signes à venir, notamment ce que je regrette profondément, mais la dérégulation généralisée, qui sont plutôt interprétées aux États-Unis par certains participants du marché, les industriels, les financiers, comme allant dans le bon sens du point de vue de la croissance. Donc c'est plus complexe que ça, si vous voulez. Au total, aux États-Unis, il y a le court terme, le court moyen terme. Il y a les baisses d'impôts, il y a la dérégulation, il y a les tarifs, il faut... Voilà. Enfin, tout ce qu'il fait, si vous voulez, est ambigu et a des conséquences qui sont à la fois
négative, et j'insiste beaucoup sur la négativité de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'il fait, Trump? Vu du point de vue des industriels qui souhaitent, aux États-Unis comme ailleurs d'ailleurs, avoir le moins de réglementation possible, le plus de marge de manœuvre possible, le plus comment dirais-je, d'aisance possible dans l'ensemble de leurs activités, évidemment, c'est plutôt perçu positivement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Ce qui n'est pas... L'abandon, si vous voulez, de la transition verte est perçu positivement, à mon avis, par des entrepreneurs qui ne comprennent pas bien quels sont les risques associés avec ce U-turn, ce renversement à 180 degrés de la politique américaine, mais il n'y a pas de doute qu'à court terme, ça peut être considéré comme étant au total plutôt positif. Je considère que c'est très négatif dans une perspective de moyen-long terme et absurde dans une perspective, disons, de citoyens, non pas seulement de l'Europe, mais du monde, ou de passagers dans le vaisseau spatial qui est pour le moment le seul que nous ayons, et qui est la planète Terre. Ouais. Bon, avant de se quitter juste sur la BCE, il se murmure que ce pourrait être la dernière baisse de taux avant une pause. Ça vous semble sain aussi de faire une pause quand on est à 2% de taux directeur de la BCE? Écoutez, d'abord, ça dépend, et c'est ce que va probablement dire le Conseil des gouverneurs par la voix de sa présidente. Ce qui compte avant tout dans un monde qui est aussi turbulent que le nôtre, c'est de prendre des décisions en fonction des données, en fonction de la situation. Au moment où nous parlons, la probabilité la plus grande, 100% à mon avis, c'est baisse de taux de 0,25 et ensuite, eh bien, nous allons continuer à suivre de très très près les évolutions. Alors on peut avoir de bonnes surprises, c'est-à-dire le sentiment que le core inflation, donc l'inflation sous-jacente elle-même, confirme sa décélération, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, que les prix des services confirment leur décélération, auquel cas ça donne beaucoup plus d'aisance à la Banque Centrale Européenne, le cas échéant, pour continuer, et bien entendu aussi le fait que l'économie réelle de l'Europe continue d'être misérable, disons, par rapport à son potentiel. Ouais, les perspectives à court Donc ça terme fait sont beaucoup de raisons qui pourraient évidemment inciter la Banque centrale à aller au-delà de ces 2% de taux d'intérêt. On pourrait aussi avoir une nouvelle flambée de décisions américaines, quelque chose d'extravagant qui conduit, si vous voulez, à beaucoup plus d'inflation, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, et des mesures de rétorsion que nous prendrions nous-mêmes très très légitimement, mais qui elles-mêmes auraient évidemment un impact inflationniste. Donc les pressions déflationnistes, vous n'y croyez pas, vous? Non, je ne crois pas, si vous voulez, que nous puissions... Parce que l'activité est tangente zéro, quoi, que nous puissions nous retrouver dans la situation où nous avons été, en effet, pendant 10-12 ans, à savoir avec des raisons structurelles d'avoir une inflation extrêmement faible. Les raisons pour lesquelles il me semble que c'est assez improbable, c'est la transition verte, que nous appliquons nous-mêmes et qui a des conséquences en matière inflationniste, parce qu'il faut investir beaucoup, parce qu'il faut remplacer le stock d'investissement qui est obsolète. Nous avons un élément qui est aussi très important, lié évidemment aux tarifs d'une manière ou d'une autre, qui est le réexamen général des longues chaînes de valeur internationales qui étaient totalement optimisées pour avoir les prix les plus bas possibles, les coûts et les prix les plus bas possibles, et dont on voit maintenant effectivement que les acteurs eux-mêmes, indépendamment des États, essayent de faire en sorte que l'on n'est pas prisonnier de tel ou tel sous-produit, de tel ou tel fournisseur au niveau mondial. Donc là, on a un élément qui ne va pas dans le sens de la très faible inflation, mais plutôt d'un régime plus normal. Et puis, il y a aussi un aspect politique à tout ça, parce que ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est le parti républicain prendre le parti des cols bleus. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, de totalement inédit. C'est l'effet Trump aussi dans ce domaine-là, qui est un wake-up call, un réveil terrible pour les démocrates. Et donc je pense qu'il est très très probable, compte tenu du rôle d'influence que les États-Unis ont sur l'ensemble des pays avancés, que l'on voit ce phénomène, si vous voulez, de refus de la classe moyenne inférieure d'avoir une stagnation de ses revenus réels,
ce qui n'est pas le cas en France, mais ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays avancés. Et donc, ça pousserait l'inflation, enfin en tout cas certainement les coûts à la hausse. Donc je vois 3 raisons parfaitement explicables pour lesquelles nous ne serons pas à l'avenir dans la situation un peu extraordinaire où les banques centrales devaient lutter contre la déflation. Oui. Mais je dirais bravo, parce que ce qu'ils ont fait au terme de cette période de déflation contre l'inflation, c'est très remarquable. Des 2 côtés de l'Atlantique, même si le pauvre Jay Powell a bien des problèmes avec le chef de l'exécutif. Il avait quand même nommé, il faut le rappeler. Mais oui, bien sûr. Comme quoi. Allez, merci beaucoup donc, entretien. Jean-Claude Trichet, invité de la grande interview en direct, également replay sur Boursorama. Merci à vous. C'était un plaisir.